Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode de Design Plus Express. Cette série qui dure tout l'été 2023 avec des nouveaux invités et 10 nouvelles questions. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mathilde Bermond. Mathilde est une designer indépendante et UX stratégiste. Elle est passionnée et elle est aussi l'une des organisatrices de Flupa à Nantes. Je l'avais interviewée en septembre 2020 avec un épisode qui s'intitule « C'est quoi un projet UX/UI réussi ?» Rex. Comme le titre l'indique, Mathilde nous fait un retour d'expérience sur un projet sur lequel elle a travaillé. Elle présente toutes les phases qu'elle a mises en place, comme la recherche utilisateur et aussi le delivery. Je vous invite à écouter l'intégralité de cet épisode en vous abonnant à un forfait premium. Et pour faire votre choix, je vous donne rendez-vous dans la description de cet épisode ou bien dans la description du podcast et vous y trouverez le lien vers ma page Supercast. Et maintenant, voici les réponses de Mathilde. Question numéro 1. Cite-moi 3 mots qui définissent ton métier. Alors, en premier, je dirais adaptation, parce qu'avant de pouvoir arriver dans des phases de conception ou de réflexion, il faut pouvoir bien comprendre la demande du client et surtout pourquoi on arrive sur ce projet. Ensuite, je dirais écoute. J'aurais pu le mettre en premier d'ailleurs, puisque c'est pas tout justement de s'adapter. Il faut quand même être sûr d'avoir bien écouté avant de se lancer sur un projet. Et je précise écoute parce que je trouve que c'est pas forcément induit parce que tu vas écouter la personne que tu écoutes vraiment. Je sais pas comment dire. En fait, tu peux entendre sans écouter et je pense qu'une partie du travail du designer, c'est de vraiment se mettre dans une position d'écoute sans forcément juger, sans forcément trop réfléchir, mais être sûr de vraiment comprendre et entendre ce que dit le client ou le futur client. Et ensuite, anticipation, dans le sens où il faut pouvoir aller chercher un peu plus loin et un peu plus vite que ce qu'on veut bien nous dire. Et en ce sens, justement, je pense que ça fait partie des compétences importantes d'un designer, de pouvoir aller plus loin ou pas forcément là où on l'attend, pour pouvoir faire vraiment du design et pas juste un accompagnement sur du projet, mais aller innover, aller chercher plus et aller creuser. Question numéro 2. Pourquoi as-tu voulu devenir designer ? Alors moi, j'ai découvert ce métier en avançant dans ma carrière puisque j'ai commencé en tant que graphiste, print, après graphiste web, après j'ai géré des plus gros projets, donc plutôt en tant que créa, DA. Et ensuite, c'est en commençant à gérer les projets de manière beaucoup plus large et en faisant de la gestion de projet que j'ai découvert déjà l'UX, l'expérience utilisateur de manière générale, et ensuite le métier de designer. Donc pourquoi finalement je me suis quand même orientée là, c'est parce qu'en fait il y a cette envie de résoudre des problématiques, d'apporter de l'aide à des projets, à des organisations. C'est de pouvoir chercher, de pouvoir tester, de pouvoir rencontrer du monde, travailler avec différents secteurs, avec différentes typologies. En fait, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément et je trouve que le métier de designer, appliqué aussi à l'expérience utilisateur, permet de naviguer entre plusieurs projets, plusieurs sortes de projets, plusieurs environnements, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le transport, que ce soit même dans des choses ou aussi dans, qu'est-ce qu'on peut dire, dans du service public aussi. Voilà, c'est très large et à mon sens, le design permet de pouvoir toucher à tout. Question numéro 3. Pourrais-tu décrire ton métier sur 24 heures et comment tu t'organises ? Mes journées ne se ressemblent jamais et c'est clairement une des raisons pour lesquelles j'aime être designer freelance. De manière générale, je peux faire de l'administratif, de la prospection, de la publication sur les réseaux sociaux, tout ça pour la partie, on va dire, animer le fait d'être freelance. Après, sur la partie design, ça peut être du cadrage et du lancement de projet avec des équipes.
Ça peut être faire passer des entretiens avec des parties prenantes, ça peut être faire des tests avec des utilisateurs finaux, poser des tas de questions à toutes les équipes, à toutes les personnes du projet, faire des wireframes, faire tester les wireframes. Donc en fait, j'ai vraiment absolument pas une journée type sur 24 heures. J'ai vraiment plein de manières de faire, et comme j'interviens sur des projets d'envergure différente, j'ai vraiment un rôle totalement différent dans l'application, on va dire, du design, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, mais ça m'arrange grandement. Question numéro 4. Quelle est ta plus grande réussite en tant que designer ? Est-ce que je peux dire que c'est quand j'arrive à faire comprendre mon champ d'intervention ? Parce que ça, c'est vraiment pas gagné, et je sais pas si c'est... Je sais pas comment on en arrive là à réussir à si mal cadrer ou mal expliquer ce qu'on fait en tant que designer ou en tant que UX designer. Peut-être parce que le designer est un terme vraiment général qui inclut, par exemple, le design d'objets, les designers, je sais plus, les stylistes, ou alors les designers éventuellement même en architecture. Donc, c'est des choses qui sont tellement différentes, donc on a déjà du mal à les expliquer. Et un designer peut intervenir sur tellement de choses et tellement de parties d'un projet que je pense qu'on a déjà du mal à l'expliquer, ça. Parce qu'en même temps, on n'a pas envie de dire qu'on fait tout et qu'on fait rien, mais il y a quand même des gens qui sont généralistes, il y a des gens qui ont des interventions très précises. Mais en fait, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a autant de designers que de gens, même s'il y a des grandes lignes directives, forcément, mais c'est assez compliqué de réussir à faire comprendre ça aux clients, et souvent, ils appellent, ils ont entendu parler de designers, mais on va dire même en plus, c'est même pas tant de designers, mais c'est plus du UX, et l'UX, je trouve que c'est encore plus compliqué à cadrer que le terme de designer. Donc là, on se retrouve avec des gens qui sont complètement paumés et qui nous appellent juste parce qu'ils ont entendu parler d'un designer UX. Mais j'ai pas de réussite, on va dire, à proprement dire, mais c'est plutôt un état général. Ça va être quand le projet, enfin, est sur les rails et que tu as les retombées post-projet. Donc ça va être via les remerciements de ton client, ou même encore mieux des utilisateurs finaux, ou même quand ton client te fait remonter les super feedbacks des utilisateurs finaux. Donc ça, c'est vraiment chouette, parce que non seulement les utilisateurs sont contents, ils en parlent pour la personne qui a créé le produit, et ensuite, toi, ton client vient te le dire derrière. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment là où il y a une plus grande réussite. Question numéro 5. Quels sont les freins les plus courants que tu rencontres et comment les combats-tu ? Je vais te reprendre ce que j'ai dit juste avant, c'est vis-à-vis de la compréhension du métier de designer ainsi que la dimension de l'expérience utilisateur. Justement, ça, c'est un frein énorme. Tu arrives déjà sur un projet, il y a déjà un challenge de faire comprendre comment toi, tu vas pouvoir apporter quelque chose au client. Bon, j'ai pas à proprement de mal à le dire, hein. Franchement, ça, une fois que je discute avec la personne, elle comprend tout à fait comment je peux l'aider. Mais en fait, comme je disais, on peut aider de tellement de manières et de manière tellement large que ce qui va être compliqué, c'est d'arriver à synthétiser ça, mais à arriver sur l'endroit précis où on va intervenir. Et là, ça rejoint ma deuxième inquiétude, ce qui va être l'inquiétude budget et livrable, puisque le client réfléchit, lui, en termes de livrable. Et donc, en fait, il voit un budget, un livrable. Or, le livrable, c'est le résultat d'une réflexion en amont qui peut être, qui nécessite d'être très structurée et qui nécessite beaucoup de travail. Donc, je vais te donner un exemple. Si le livrable, c'est une maquette d'un tunnel de conversion, peu importe, tu imagines que le travail effectif, ce n'est pas uniquement d'avoir fait la maquette sur Figma ou peu importe. Ça va être tout le travail en amont avec les équipes marketing, avec les utilisateurs finaux pour comprendre pourquoi avant ça marchait pas, par exemple, avec le client qui a son idée précise et qui, lui, a le budget aussi. Donc, en même temps, tu as un client, mais c'est lui qui paye. Donc, il faut aussi ne pas oublier cette dimension de business. Donc, tout ce travail en amont, si tu dis au client, voilà, pour faire ce tunnel, ça va être, je te dis vraiment au hasard, le prix, on va dire 2 000 € en termes d'exé, mais tu peux rajouter, je sais pas, on va dire vraiment au hasard, 6 000 pour toute la réflexion
en amont. Voilà, donc c'est très compliqué parce qu'on a du mal à expliquer clairement toute cette phase de travail en amont et le client, des fois, a du mal à comprendre le budget qu'on peut lui demander qui va lui paraître démesuré pour une maquette. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut freiner et qui demande énormément d'explications et énormément de dextérité pour réussir justement à utiliser les bons mots et à faire comprendre que le client aura du concret, mais pourquoi il paye, à quoi sert ce qu'il va payer vraiment. Donc en fait, je sais que je prends énormément de temps à toujours bien expliquer au client. C'est pas toujours, ça fait pas toujours signer le client en tout cas, mais je trouve important de prendre le temps de détailler ce que je propose. Connais-tu Notion ? Personnellement, c'est l'application que j'utilise toute la journée, tous les jours, pour gérer le podcast, mais aussi pour une partie de ma vie privée. C'est à la fois mon espace de travail personnel, mais aussi celui que je partage avec les futurs interviewés pour préparer chaque épisode. Donc Notion, tu peux l'utiliser pour tous tes projets professionnels et personnels, en mode solo ou avec ton équipe. Et depuis quelques mois, Notion a intégré une IA, une intelligence artificielle. Tu peux lui poser directement tes questions sur tes documents, tes tableaux, tes projets et l'IA te répond. Il suffit juste de demander. L'IA t'aide à rédiger tes contenus. C'est terminé le syndrome de la page blanche. Laisse l'IA de Notion rédiger un premier jet pour toi. Bref, tu as un vrai rédacteur à tes côtés. Enfin, l'IA va parcourir tous tes documents en quelques minutes pour en extraire les points clés, faire des résumés et bien plus encore grâce au remplissage automatique. Donc, plus besoin d'écrire une énième note de mise à jour sur l'avancement de tes projets. Et si tu te poses des questions sur tes données, Notion a déjà tout prévu. Les données restent privées et sécurisées. Le programme est conforme au RGPD et CCPA. Donc c'est un super atout pour avancer plus vite et mieux. Pour en savoir plus et essayer l'IA de Notion gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes pour apprendre et progresser ? Alors, dans la théorie, je prends le temps de lire des livres, mais je n'ai pas beaucoup le temps. Non, réellement, j'aimerais avoir dans mes semaines du temps pour pouvoir lire justement des livres et majoritairement sur les sciences cognitives et l'ergonomie parce que ce sont vraiment deux domaines qui me plaisent vraiment. Je vais regarder des cours en ligne ou des MOOC. C'est hyper intéressant, je trouve, mais ça prend aussi du temps. Et je lis des articles d'autres designers, je m'abonne à des newsletters. Et oui, justement, je me rappelle qu'il y a quelques années, je me disais que les newsletters, c'était insupportable. Et maintenant, je prends vraiment le temps de m'abonner à des newsletters que je trouve très pertinentes. Soit ça va être des newsletters où il va y avoir des partages très concrets sur de l'UI ou des choses comme ça. Ou alors des réflexions sur le design. Et tout ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça m'évite de m'auto-alimenter avec mes réflexions et justement de m'ouvrir à d'autres choses. Donc ça, je conseille vraiment. Les formations, je ne fais plus parce que je ne trouve plus de formation suffisamment avancée pour me permettre d'être meilleure. Je ne dis pas que je suis la meilleure, hein, attention. Le mentorat, c'est très bien. J'avais fait le mentorat avec Hexagon UX l'année dernière et ça tombait pile bien parce que j'en avais déduit quelques mois avant de tomber sur Hexagon UX que c'était du mentorat qu'il me fallait quand tu es assez avancé dans ton travail et en fait ce que tu veux c'est du partage d'expérience de gens que tu admires en fait et mon mentor était vraiment très doué donc si jamais il écoute ça un jour il saura et en fait je pense qu'on a beaucoup appris, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup appris à son contact, donc le mentorat aussi et Hexagon UX propose une fois par an ce système de mentorat. Alors c'est adressé aux femmes et donc dans l'UX et je vous conseille vraiment pour celles qui ont envie de tenter votre chance. Question numéro 7. Dans tes interventions,
Comment tu repères le bullshit du vrai ? Alors, je ne sais pas si je comprends très bien la question, mais je dirais là où un projet commencerait, ou en tout cas un échange avec quelqu'un qui aurait besoin d'un designer ou d'un designer UX, je te dirais c'est quand le client ne m'écoute pas. C'est-à-dire que malgré le fait que j'essaye de lui expliquer le métier, de lui expliquer comment je peux l'aider dans son travail, en l'ayant écouté en amont bien entendu, en fait il ne m'écoute pas. Ça m'arrive, j'ai vraiment des personnes qui parlent énormément, qui avancent déjà des faits où ils sont sûrs d'eux, et plus on avance et plus on discute, et moins je sens la pertinence de mon intervention. Il m'arrive malheureusement de m'engager sur des projets comme ça, souvent, on va pas se mentir, pour des questions financières, et à chaque fois, quand on arrive à la fin du projet, finalement, c'est un projet qui n'est pas satisfaisant, dans le sens où le client n'écoute pas les recommandations, en fait. Donc, il fait ce qu'il arrange, et puis finalement, des fois, il fait des trucs tout seul, et puis finalement, après, il me fait faire des choses, puis il les implémente pas. Donc, en fait, il n'y a pas un vrai suivi, et puis le travail, il n'est pas efficace, en fait, ni en termes de production et de résultats, ni en termes de relations contractuelles. Donc ça, déjà, c'est quelque chose une chose à laquelle j'essaye d'être attentive, mais c'est pas toujours si facile. Ensuite, tu as l'autre possibilité, ça va être quelqu'un qui t'appelle pour intervenir en tant que designer ou designer UX, mais qui ne va pas prendre le temps de mettre en place les démarches que tu proposes. Donc non, on n'échange pas avec les utilisateurs. Non, on n'a pas le temps de tester. Non, on va pas réfléchir, on va pas faire de propositions. On est sûr qu'on veut ce modèle-là. Allez, faisons du Amazon, faisons du Airbnb. On sait que c'est un modèle qui marche, tout ça. Mais c'est un modèle qui marche parce que c'est un modèle qui a été réfléchi dans une organisation par l'organisation. C'est normal que ce soit un modèle qui marche. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, parce que tous les contextes sont différents. Et surtout, si on appelle, à mon sens, si on appelle un designer, si c'est pour faire la même chose qui a déjà été faite, tu n'appelles pas de designer, ça va te coûter beaucoup trop cher. Ou alors, tu vas beaucoup trop le frustrer. Donc, ça, c'est encore assez compliqué. Après, je conçois que tout le monde ne peut pas appeler un designer pour remettre en question son organisation ou son produit, ou voilà. Mais il faut quand même le laisser un peu designer. Sinon, sinon, personne ne sera gagnant. Question numéro 8. Donne-moi un secret sur ton métier que personne ne sait. Est-ce que si je dis que mon métier est extrêmement inspirant, c'est un secret? Alors non, je ne pense pas, parce que normalement tous les designers le savent. Ce qu'on sait peut-être moins, si la personne n'est pas designer, c'est qu'on va avoir une part importante d'accompagnement humain dans le projet. Et ça, clairement, si t'as pas envie d'écouter les gens, si t'as pas envie d'être avec les gens, si t'as pas envie de leur apporter des améliorations dans leur quotidien ou dans ce qu'ils font, ou même dans le fait d'accomplir quelque chose, en fait, il faut pas faire ce métier. Voilà. Et ça, je pense pas qu'on s'en rende compte, parce que il m'arrive très souvent d'avoir des clients en cours de projet, ou après un premier atelier ou un premier échange, vont me dire « Ah, mais en fait, on m'a déjà dit, oh, t'es le psy du web. » J'ai absolument aucune étude en psychologie, attention, ne mélangeons pas, mais oui, on les écoute énormément et on essaye d'apporter des problématiques. Et après, il y a des problématiques produits, des problématiques business et humaines. On a vraiment de tout. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, et c'est pour ça que, justement, je me suis orientée sur le métier de designer. Question numéro 9. Penses-tu que les IA, les intelligences artificielles, pourraient révolutionner nos métiers et ou modifier certaines de nos pratiques? Alors, cette fameuse question. Alors, je pense pas être super légitime pour répondre à ça, parce que je n'ai vraiment pas pris le temps de tester les applis, les systèmes d'IA. J'ai testé ChatGPT pour faire les devoirs de physique de mon enfant. C'est assez impressionnant, mais pour me proposer des idées aussi, pour rédiger des articles. En gros, par exemple, je vais plutôt vraiment le voir pour
un système qui va exécuter à notre place des choses qu'on aurait un peu la flemme de faire, qu'on pourrait faire, mais qui nous demanderait un travail de recherche sur Internet. Ou voilà. Après, j'ai un peu du mal avec la partie créative en termes d'IA. Alors oui, j'ai vu tout ce qui se faisait en termes de photos, en termes d'illustration, mais je pense que c'est bien quand on sait pas trop ce qu'on veut et qu'on veut une image originale et encore, je sais même pas si on peut dire originale, mais il y a quand même, enfin l'humain, il réfléchit quand même beaucoup plus. Et dans le sens en termes de design, je me dis que comme l'IA, il s'alimente sur ce qu'il va trouver là, par exemple, en ce moment sur Internet, tout n'est... Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent, bien sûr, mais tout n'existe pas. Et encore heureux, j'espère qu'on peut trouver des nouvelles manières de répondre aux problématiques actuelles. Et je suis pas sûre que l'IA en soit capable, vraiment en termes... Je sais pas si je réfléchis à des problématiques environnementales, sociétales, tout ça. Est-ce que vraiment une IA est capable de répondre à ça ? Je sais pas, en vrai, je me suis pas vraiment posé la question. Après, si c'est pour faire un visuel où j'ai un peu la flemme, ou alors écrire un article sur lequel j'ai pas vraiment envie de me pencher, oui, mais alors du coup, on voit bien que c'est pas hyper pertinent parfois. Enfin voilà, mais comme je t'ai dit, je suis pas la mieux placée pour ça, donc en fait, moi ça m'inquiète pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça inquiète, mais peut-être que je suis à la ramasse, hein. Mais non, pour l'instant, ça m'inquiète pas. Question numéro 10. Pour toi, aujourd'hui, en tant que designer, quel est ton plus grand défi ? Alors, mon plus grand défi, il est clair et ça fait quelques années, c'est vraiment de travailler sur des projets qui apportent de la valeur et pas toujours des projets, on va dire, commerciaux. Ceux-ci, on va dire, qui de temps en temps te permettent de payer ton loyer. Mais ce seraient des projets, en fait, pour l'État. Travailler sur des systèmes qui permettent d'améliorer le quotidien des gens, d'améliorer la vie des personnes, ou alors de certaines typologies de personnes, peut-être des personnes âgées ou des personnes malades. Enfin voilà, mais en tout cas, ce serait d'avoir des projets autres que, on va dire, banque, assurance, qui sont pas en soi mauvais, mais il y a un côté commercial qui est pas forcément celui que j'aurais envie tout le temps. Je pense pas non plus que j'aurais forcément envie d'avoir que des projets d'intérêt public, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, ça reste quelque chose qui me plairait, peut-être même aussi pour la SNCF, ça me plairait aussi vraiment. En fait, ce qui me plaît, ce serait de travailler sur dans des environnements où on est obligé d'utiliser les services, comme par exemple la déclaration d'impôt, la CAF, la Sécu, tous ces systèmes-là qu'on est obligé d'utiliser. Et je le vois dans ce sens, je me dis, mais puisqu'on est obligé de l'utiliser, alors pourquoi faire l'effort de les rendre intuitifs ? Mais justement, on fait l'effort de les rendre intuitifs pour que les gens arrivent à les utiliser et qu'ils puissent faire ça le plus simplement possible. Et donc, en fait, ça m'intéresse parce qu'il y a un double challenge. En fait, il y a une pression d'autant plus grande. C'est qu'il n'y a pas... je sais pas comment dire. Enfin, j'y vois pas un aspect business, en fait. On va pas gagner... Enfin, je veux dire, les gens vont pas payer plus d'impôts parce que l'app est plus facile à utiliser. Donc ça me plaît parce qu'il y a ce challenge de se dire... c'est fait uniquement pour que les gens arrivent à mieux utiliser le service. Et ça me plaît beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus Express 2023. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter maintenant le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode. À bientôt sur Design Plus. Salut!
Design Plus. Design Plus.